Aujourd'hui, nous allons parler des marchés des dettes et des marchés des fonds propres. Alors, commençons par une petite vidéo explicative. Comment les entreprises peuvent-elles financer leurs projets? Une entreprise a besoin d'argent pour se développer et en gagner par la suite. Par exemple, elle doit pouvoir acheter du matériel de production. Comment les dirigeants peuvent-ils trouver les financements dont ils ont besoin? Grâce à l'emprunt, qui peut prendre plusieurs formes. Un emprunt bancaire traditionnel, le plus souvent limité au montant apporté par le dirigeant dans sa société. Un prêt d'honneur ou avance remboursable, proposé par exemple par une région ou une institution, souvent à faible taux d'intérêt. Un emprunt obligataire émis par l'entreprise. Une obligation est une somme prêtée à une entreprise par un particulier ou un organisme contre intérêt. Grâce à l'émission d'actions. Lorsque l'entreprise émet des actions, elle vend une fraction de son capital, c'est-à-dire une partie d'elle-même. L'acheteur a deux motivations. Il espère que les résultats de l'entreprise permettront de lui verser des dividendes. Il espère revendre ses actions à un prix plus élevé que celui auquel il les a achetées. La vente d'actions peut se faire auprès des marchés boursiers. Pour y accéder, l'entreprise doit notamment publier régulièrement des informations sur sa santé financière. Elle doit donc recruter une personne spécialisée ou faire appel à un cabinet extérieur, ce qui représente un coût important. La vente des actions peut également se faire directement auprès d'investisseurs. Cela s'appelle le capital investissement. Il en existe différents types, aux différents stades de la vie de l'entreprise. Le capital amorçage, qui va permettre de financer la création de l'entreprise et des premiers produits. Si les investisseurs sont proches du dirigeant, parents ou amis, on parle de love money. Le capital risque concerne principalement les entreprises innovantes, qui peuvent potentiellement gagner beaucoup d'argent rapidement, mais qui ont un risque important d'échouer. Dans le cas d'investisseurs privés, appelés business angels, ils apporteront aussi leur réseau et leur expérience. Le capital développement s'adresse à des entreprises déjà rentables qui ont besoin d'investir pour accélérer leur croissance, en s'implantant à l'étranger par exemple. Une nouvelle forme de financement apparaît actuellement, le crowdfunding. Via Internet, il permet à des particuliers d'investir directement dans des entreprises, en actions, prêts ou dans une moindre mesure, en dons. Que ce soit par l'emprunt ou l'émission d'actions, les entreprises disposent de plusieurs possibilités, en fonction des sommes dont elles ont besoin, de leur stratégie ou encore de leur taille. Alors, si on reprend juste la Stratégie ou dernière encore petite de leur... image. Donc, une entreprise peut se financer par emprunt ou par fonds propres. Ici, c'est un petit peu des deux. On va commencer peut-être par n'importe un. Donc, les emprunts, le plus courant, c'est ce qu'on appelle les obligations. Alors, les obligations, on va les voir en long, en large dans un instant. À retenir tout simplement que c'est un titre qui représente une dette émis par une entreprise publique ou privée, l'État peut bien le faire, une collectivité ou un État. Donc vous avez les obligations, c'est un emprunt. De l'autre côté, on a les actions. Les actions représentent une fraction du capital de l'entreprise. Vous possédez un petit bout de l'entreprise. Du coup, comme vous possédez un petit bout de l'entreprise, vous avez droit à, tous les ans, toucher des dividendes. Bien sûr, vous allez toucher si et seulement si les gestionnaires de l'entreprise décident de redistribuer une partie des bénéfices sous forme de dividendes. Contrairement ici aux obligations, les obligations, comme c'est un contrat à durée fixée, imaginons que vous avez investi en achetant 100 € d'obligations dans l'entreprise X pour 5 ans. Dans 5 ans, vous allez récupérer ces 100 €. C'est le plus simple. On va voir qu'il y a quelques petites astuces, quelques types différents. Dans votre contrat, il est spécifié également si, oui ou non, vous allez recevoir des coupons. C'est l'intérêt que le détenteur de l'obligation
va recevoir et qui est fixé lors de l'émission de cette obligation. Donc là, on reçoit des coupons, là, on reçoit des dividendes. Les dividendes, au bon vouloir des gestionnaires. Par contre, les coupons, c'est sûr et certain, vous allez les recevoir puisque c'est écrit dans le contrat. On les appelle coupons, pourquoi? Là, il faut aussi revenir un petit peu en histoire. Maintenant, vous le savez tous que tout se fait de manière dématérialisée. Avant, posséder une obligation, et on peut essayer d'aller voir par exemple sur notre ami Google, à quoi ressemblait une obligation. Donc c'est un manteau obligataire. Pas un manteau de moto, mais évidemment. On reçoit des bêtises comme truc. On s'en fout un petit peu. Donc une obligation, à quoi ça ressemblait, si j'arrive à le voir. J'en ai une vraie dans mon sac, mais donc il faudrait que je la scanne. Donc par exemple, ici vous avez une obligation, ça ressemblait typiquement à ça. C'était un gros bout de papier. Et ça encore, c'est même pas celle que je veux. Donc vous aviez un gros bout de papier qui s'appelle le manteau. Et alors, voilà à quoi ça ressemblait. Comment on fait pour mettre en grand par contre? Hop, on va faire un petit zoom à l'arrache. Donc voici un exemple typiquement d'une obligation. Vous aviez un manteau et ici vous aviez des coupons. Donc vous gardiez ce titre sous format papier, bien évidemment. Ça pouvait être très très joli. Il y en a vraiment, c'est des gravures qu'on peut mettre dans un cadre, il n'y a aucun souci. Et tous les ans, avec votre paire de ciseaux bien sûr en argent, on y va, on avait des obligations, on s'amusait à découper très proprement, ici, un petit coupon qu'on allait apporter à la banque qui nous versait donc la somme, le pourcentage sur la valeur nominale de cette obligation. Ça, c'était pour le cours d'histoire. Donc, dividende, coupon. Alors, une action. Le cours varie en fonction de l'offre et de la demande. Tandis que pour une obligation, là, tout est fixé dans le contrat. On va parler de valeur nominale également et de valeur réelle. Quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, la valeur nominale, il n'y a pas de correction de l'inflation. Tandis que la valeur réelle, c'est la valeur que a cette obligation ou cette action corrigée de l'impact de l'inflation. Important pour vos calculs parce que vous savez tous qu'un euro de demain vaut moins qu'un euro d'aujourd'hui, malheureusement. Donc, les performances là, sont vraiment liées au taux d'intérêt proposé par l'émetteur. Et on va voir que si le taux d'intérêt proposé par l'émetteur diffère du taux d'intérêt qui est actuellement en cours sur les marchés, il y a des solutions. Et par contre, pour les actions, ça dépend d'une multitude de choses. On peut voir ça autrement. Quelle action acheter? Tout simplement, il faut déjà regarder par rapport à l'entreprise, sa santé financière. Donc là, on passe dans mon cours de stratégie financière et gestion budgétaire, où vous allez pouvoir calculer un tas de ratios pour voir si une entreprise a une bonne santé financière économique. Et vous avez également d'autres indices. Et là, je vais vous demander de faire une petite recherche pour savoir c'est quoi, par exemple, le Price Earning Ratio, PER. Ça, je vous le demande de rechercher qu'est-ce que le PER. Donc, l'entreprise, son cours d'action, il va vraiment être influencé par elle, tout simplement. Et vous allez voir par une multitude de ratios, d'indicateurs boursiers. Ok, alors si on regarde maintenant par exemple, on va cours de bourse. Et on va prendre une que j'aime bien, c'est Colruyt, puisque c'est une entreprise belge. Donc voici le cours de bourse. On va le voir sur... Donc ici c'est au jour le jour, donc au matin à l'ouverture de la bourse, parce que l'ouverture s'ouvre et se ferme. Il était à 5,82 et actuellement le prix est de 5,42. Donc il a perdu moins 0,87%. Si on regarde à 5 jours, vous voyez que le cours, a évolué. Il était le 26 janvier 51,30 et on va dire le
Attendez, hein, parce que là, voilà. Le vendredi 29 à 17h30, il est à 50,76. Il y a des études aussi par rapport aux formes des graphiques. On appelle par exemple les sommets des épaules. Et alors on peut prédire, mais ce n'est vraiment pas... Ça reste toujours des mathématiques, hein, donc il y a toujours une constante sociale, tout simplement, qu'il faut prendre en compte et que les mathématiques ne prennent pas en compte. Et on peut regarder par exemple par rapport à la crise du corona. Donc, on voit qu'à partir du 12 octobre, les cours ont énormément augmenté. Et donc, crise de corona, on y arrive ici au 15 mars. Ça augmente jusqu'au 7 juin. 7 juin, on peut estimer qu'on était en déconfinement. Et donc, le cours a par exemple là fortement chuté. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Je ne sais pas. Il faudrait vraiment regarder de plus près la société Colruyt. Donc, voilà. Est-ce que quand on regarde ce graphique, est-ce qu'on peut vraiment... qu'est-ce qu'on constate tout simplement? Donc, c'est qu'un cours, une action, une entreprise assez stable comme Colruyt est variable. Il varie énormément. Alors, si on regarde par exemple au maximum, donc elle est rentrée en bourse en 2000. Et donc là, le cours n'a fait qu'augmenter. Est-ce que cet investissement est risqué? Ben oui, bien sûr, on le voit que si malheureusement vous avez acheté votre action Colruyt à 67,50 €, aujourd'hui, elle ne vaut plus que 50,42 €. Donc oui, c'est un placement risqué. Hop, on passe dans votre cours. Donc ça, c'était vraiment pour les actions. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire vite fait sur une action également? Je l'ai tout dit, un dividende. Et les actions, on n'oublie pas que c'est... on possède une part du capital, mais il n'y a pas de durée déterminée. Hein. C'est vraiment un CDI, entre guillemets, pour cette forme d'emprunt. Concernant les obligations, alors là, ça diffère un petit peu. Les obligations, il y en a plusieurs. Et vous avez l'obligation classique. Une obligation, c'est une durée 5, 10, 15, 20 ans. Celle qu'on prend vraiment comme référence, ce sont les obligations linéaires d'État, les OLO. On estime que les États ne peuvent pas faire faillite. Que si vous achetez une obligation linéaire sur 10 ans d'un État, que c'est vraiment un investissement sans risque. Et donc on prendra ce taux pour pouvoir voir alors quelles sont les autres obligations ou les autres actions, les autres titres, en définitive risqués. Donc, vous avez des obligations qui diffèrent d'un taux variable. Vous avez des obligations zéro coupon, donc vous n'allez pas vous amuser à découper virtuellement. Maintenant, on sait bien que tout est dans votre compte titre. Vous n'avez pas de coupon, du coup, pour vous récompenser, vu que placer de l'argent, il faut quand même qu'il y ait un intérêt. L'intérêt, ce sera tout simplement que votre remboursement à l'échéance va être un peu plus élevé. Donc, par exemple, vous avez prêté 100 €. Dans 5 ans, vous allez peut-être recevoir 115 €. Donc, petite chose intéressante, ces obligations convertibles. Et là, on va faire un petit exercice dessus, mais juste après, parce que je préfère d'abord dire tous les types d'obligations et revenir après dessus. Donc, convertir, tout simplement, vous avez une obligation, et à l'échéance, vous allez pouvoir décider si oui ou non vous allez être remboursé de votre investissement initial, ou si au lieu d'être remboursé, par exemple les 100 €, vous allez prendre tout simplement des actions à la place. Donc vous allez faire une conversion entre des obligations à la fin contre des actions. Vous avez des warrants. Là, vous possédez des obligations et en même temps, vous avez un petit ticket, un warrant, qui est un petit peu un laissez-passer pour que vous soyez le premier à pouvoir souscrire des actions. Et alors, une petite subtilité assez sympathique,
pour les émetteurs, c'est les obligations reverse conversibles. Donc là, l'émetteur, il émet une reverse convertible. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement, non, c'est un peu du chipotage, que vous avez investi, vous avez signé pour un emprunt. Du type une obligation pour une entreprise. C'est une reverse convertible. Ça veut dire que dans 5 ans, on prend toujours l'exemple de 5 ans, votre emprunt arrive à échéance. Votre obligation, je ne sais pas pourquoi je parle emprunt. Votre obligation arrive à échéance, donc vous allez être remboursé de la somme que vous avez investie. Et bien là, l'émetteur va pouvoir choisir ce qui l'intéresse le plus. Est-ce qu'à la place de vous rembourser, il ne va pas vous donner une action? Bah oui, si le prix de l'action est inférieur à la valeur du remboursement, c'est plus avantageux pour lui de vous refourguer une action. Dans le cas contraire, bien sûr, il vous remboursera. Bien sûr, c'est assorti de clauses de sûreté, pour pas que le détenteur de l'action se voit à l'échéance rembourser ses obligations en actions présentant une très faible valeur. Mais c'est vraiment l'émetteur qui va pouvoir choisir qu'est-ce que lui va faire. Donc, différence, ici, vous choisissez si oui ou non vous prenez des actions en remboursement de votre obligation. Et là, c'est l'émetteur qui décide s'il vous rembourse ou s'il vous refourgue des actions. Alors, quand vous placez de l'argent, ce qui est intéressant pour vous et la seule chose qui va faire que vous avez envie de placer de l'argent ou pas, c'est le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est élevé, vous avez un avantage à placer votre argent. Imaginons que vous vous rendez compte que le taux d'intérêt pour l'instant est très très faible, on est d'accord, on va estimer qu'il est à 0%. Et que l'entreprise X veut bien vous vendre des obligations où là le taux est par exemple de 3%. Donc vous avez intérêt à placer votre argent dans ce type, si votre profil, aussi on en a déjà parlé du profil, mais vous avez plus intérêt à placer cet argent en obligation, parce que vous allez être récompensé à un taux de 3%, plutôt que sur votre compte épargne qui vous ramène rien du tout, du 0%. Ça, c'est aujourd'hui au temps T. Et vous vous rendez compte, par la suite, que les taux, en fait, sur les marchés, explosent. Et que là, on est à du 4%. Ah zut, vous avez souscrit des obligations pour 5 ans, donc vous êtes coincé, et en plus, le taux, là, il est inférieur. Et le taux sur les marchés est supérieur au taux de votre obligation. Vous l'avez assez mauvais. Vous auriez pu garder votre argent et le rentabiliser un petit peu plus. Pour pallier à ce risque, on va parler de duration. La duration, c'est quoi? C'est la durée calculable à partir de laquelle les deux effets s'annulent. C'est le moment où l'obligation devient sans risque. Donc les deux effets, je le redis, c'est l'évolution des taux d'intérêt. En cas de hausse des taux d'intérêt, les obligations cotées auront tendance à perdre de la valeur. Par contre, toujours dans ce taux d'intérêt, une augmentation du taux d'intérêt, les coupons que vous allez recevoir tous les ans, eux, vont vous rapporter plus parce que vous pouvez les placer à un taux plus élevé. Donc d'un côté, vous avez des coupons que vous pouvez réinvestir à un taux d'intérêt plus avantageux. Et de l'autre côté, vous avez votre obligation qui perd de la valeur. Ça, ce sont les deux effets en cas de hausse, inversement en cas de baisse. Pour pouvoir pallier à ces deux effets, on va calculer la duration, qui est le moment sans risque. Alors voici la petite formule. D pour duration. On a
la somme de I allant de 1 jusqu'à N. Imaginons que vous avez souscrit pour 5 ans, donc c'est de 1 allant jusqu'à 5. De TI du nombre d'années, 1, 2, 3, 4, 5, fois CI, le montant du flux de cette année, l'année 1, 2, 3, 4, 5, fois, un petit peu de maths, l'exponentielle exposant en moins le taux actuariel, fois de nouveau TI, le nombre d'années. Alors vous l'avez ici, mais je vous l'ai fait en Excel, c'est un petit peu plus facile. Hop. Donc, il est ici. On est parti, donc un exemple où vous recevez 80 € de coupons chaque année. D'accord? À la fin, vous recevez 1080, donc vos 1000 € que vous avez investis, plus les 80 € du coupon. On va devoir faire l'actualisation des flux. Donc, dans la formule, c'est... Je vais peut-être la remettre vite fait. On va faire vraiment étape par étape. C'est plus facile quand on a le tableau. Donc, la première chose que je vais faire, c'est votre CI, donc la valeur du flux, fois l'exponentielle, moins le taux, fois l'année. Donc, cette partie-là. Donc, je vais faire cette partie-là, puis je vais faire cette partie-là, puis je vais faire cette partie-là, et enfin, je vais faire la somme. On repart ici. Donc là, j'ai pris et j'ai encodé quoi? Je prends mon flux, fois l'exposant de notre taux, dans l'exemple, j'étais un peu vite, mais il est bien dit dans l'exemple que c'était du 8%, fois l'année. Hop. Donc, vous recevez dans un an 80 €. Ces 80 € en flux actualisé représentent 73,85 €. De nouveau, c'est la même histoire. 1 € d'aujourd'hui vaut plus qu'1 € de demain. Même chose ici, donc on reprend notre flux, fois l'exponentielle de moins 8%, fois, comme on a deuxième année, etc., je tire. Le poids. Donc ici, nous avons fait la somme. Et pour le poids, on va tout simplement prendre notre flux, divisé par le total. Et on fait ça pour toutes. C'est pour ça que j'ai mis les dollars, comme ça ne bougeait pas. Donc on fait ça pour toutes. On arrive bien sûr à 1, puisque c'est 100%. 73,85 € représente 7,5% de 986,98. Rien de chichi. Dernière étape, on va faire l'année fois le poids. Donc c'est bien ce que j'ai encodé. L'année fois le poids. On tire. Et donc ici, on arrive à 4,307. Donc vous avez 4 années et 307 millièmes. Donc si je fais 0,307 fois 360 jours, on arrive bien à 110, donc 111. On va mettre 365, comme ça vous l'avez comme dans le cours. S'il veut bien, il n'a pas envie de travailler là. Il est gros. Ça semble bien. Voilà. Donc, la duration, c'est quoi? On a le même calcul que était là. La duration est de 4 ans et 112 jours. Le moment où les effets de mouvement de taux d'intérêt n'a plus aucune importance, le moment où votre obligation est sans risque, ici dans l'exemple, c'est 4 ans et 112 jours. Si là j'avais pris, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Rien. Non, on y est. Si par exemple, donc, qu'est-ce que je disais moi? 4 ans et 305 jours, on est bon. C'est bon. Donc, si on prend la page de votre cours, on peut vraiment s'amuser à chipoter, toutes les essayer. Il y a une formule qui nous dit que la différence du prix de l'obligation,
c'est égal à moins le prix de l'obligation fois la duration fois la différence du taux actuariel continu. Alors, si je reprends exactement les mêmes données, mais qu'au lieu de mettre 8%, je mets 8,01%, on obtient donc ces résultats plus ou moins similaires. Là, j'ai enlevé les décimales, hein, mais on est bien d'accord que si on les rajoute, elles seront totalement différentes. Si on prend donc la formule, qui est ici, vous avez quoi? Moins le prix de l'obligation. Donc, le flux actualisé moins C7 fois la duration, elle est ici, fois la différence entre les taux, donc ici 8,01 et 8. On encode ça et on obtient moins 0,4251, etc. Est-ce que ça est bien égal à différence du prix de l'obligation? On reprend ici, je vous le remonte. Donc ici, on a 986,56 et l'autre, on avait 986,98. On voit que, allez, à 3 décimales près, on est bon, la formule fonctionne. Maintenant, si je prends la formule et que je mets au lieu de 8%, 10%, pomme, tout change. Et là, vous voyez qu'on a vraiment une grande différence du prix de l'obligation. Donc la formule différence du prix de l'obligation est égale moins prix de l'obligation fois la duration fois la différence de taux n'est valable que vraiment pour des tout petites différences. Mais sinon, elle fonctionne, on peut la voir ici. Et alors le mieux encore, c'est par exemple, si je rajoute un petit zéro, hop, là vous voyez, on a 4 décimales. Bon, donc la formule est bonne. Zo, ça c'est bon. Je l'enregistre, s'il veut bien quitter. Hop. On repasse au cours ici. Donc, on a fait les actions, on a fait les obligations. Avec la duration, on passe vraiment à l'application sur les obligations convertibles. Alors celle-là, je l'aime vraiment bien. On va lire tout simplement. Lors d'une conversion, l'entreprise émettrice d'obligations procède généralement à l'émission de nouvelles actions pour satisfaire l'échange, ce qui peut donc poser certains problèmes en matière de dilution du capital. Les actionnaires antérieurs pouvant se sentir lésés. L'impact sur le prix des actions sera donc différent selon que l'entreprise doit émettre de nouvelles actions ou au contraire racheter des actions sur le marché secondaire pour satisfaire les conversions. Donc, obligations convertibles, deux choix. Pour l'entreprise, deux choix pour vous. Donc le choix pour vous, c'est oui ou non, je convertis mes obligations en actions. Le choix pour l'entreprise, c'est est-ce que j'émets ou non de nouvelles actions. Si j'en émets, on est d'accord que ça va changer la donne, puisque le gâteau, qui est le capital de l'entreprise, va être divisé encore en plus de morceaux. Donc concrètement, va valoir moins. Un petit exemple tiré d'un bouquin. La petite entreprise Paris Télécom qui vaut 100 €. Ah, ça, c'est de l'entreprise, hein, les gars. Celle-ci a émis une obligation convertible. Son bilan est composé de 80 € d'actions et 20 € pour l'obligation convertible. 80 actions à 1 €. Une fois 80, 80. À maturité, l'investisseur ayant acheté l'obligation convertible Paris Télécom va donc choisir de convertir ou non son obligation en actions. Si on assume un ratio de conversion de 1 sur 10, donc une obligation vous donne droit à 10 actions, l'investisseur ne convertira son obligation que si l'action vaut plus de 20 divisé par 10, 2 €. Puisque, bien sûr, il a acheté une obligation pour 20 €, donc il veut récupérer ses 20 €. Donc 2 € obligatoirement. Si l'action cotait en effet à 3 € grâce à la conversion, 3 fois 10, 30 €. 30 supérieur à 20, donc oui, il y a intérêt à convertir.
Si maintenant elle est à 15 euros, à 1,50 €, 1,50 € x 10, ça fait 15 euros. 15 euros est inférieur à 20, il n'y a pas d'intérêt à convertir. Ça, c'est seulement des scénarios qui dépendent si oui ou non l'entreprise émet de nouvelles actions. Alors, choix numéro 1, émission de nouvelles actions. Donc, comme on a un ratio d'1,10, il faudra 10 nouvelles actions. Étant donné que l'obligation est convertie, l'intégralité de la valeur de l'entreprise est représentée par les actions émises. Il y aura 90 actions. 80 anciennes plus 10. D'accord? Le capital de 100. Donc 90 actions divisé par 100. Une action représente 0,9 €. C'est ce que vous avez en main quand vous avez une action. La valeur de l'obligation convertible est donc de 10 fois 0,9, 9 €. 9 € contre 20, on est bien d'accord qu'on ne va pas convertir. Donc la nouvelle émission, on voit bien que le capital est dilué et donc ici dans l'exemple, il n'y a pas intérêt à convertir. Ça c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. Vous devez comparer. Hein. Deuxième exemple, là l'entreprise rachète des actions et les transmet à l'investisseur. Oui, marché secondaire, ça vous ennuie, c'est pour le cours prochain, en long, en large. Donc là, il y a toujours 80 actions. La valeur de la société, on n'est pas passé par chez le notaire, donc le capital n'a pas augmenté, c'est toujours de 100 €. Ouais, 100 € moins le coût de rachat des actions. Donc, formule. Valeur de l'action. Ancienne valeur d'entreprise moins coût du rachat sur nombre d'actions. Avant, on avait 100 et 80 actions. Pour le coût du rachat, c'est le nombre d'actions à racheter fois la valeur de l'action. On doit en racheter combien? On doit en racheter 10. D'accord? Il nous ennuie, donc là, juste fait passer de l'autre côté. Hein. Il n'y a pas de condition d'existence ici. On cherche vraiment cette valeur d'action. Donc, 90 moins 10, 100 moins 10 fois valeur de l'action. Là, 80 fois valeur de l'action. Donc, vous avez 80 valeur d'action moins 10 valeur d'action. On fait passer le moins 10 de l'autre côté. Donc, ça devient un plus. Il nous vous reste 90. Valeur de l'action, il n'y a que ça qui nous intéresse. Donc, 100 divisé par 90. La valeur d'action ici représente 1,11 €. Et ça, c'est très moche. Euros. Donc là, la valeur de l'obligation convertible est donc de 10 fois 1,11, donc 11,10. Même chose ici, même cas de figure. 11,10 est inférieur à 20, donc encore une fois, quoi que décide l'entreprise par rapport à émettre ou non des nouvelles actions, vous n'allez absolument pas la convertir. Il n'y a pas d'intérêt pour vous. Pour clôturer tout ce qu'on vient de voir ici, je vais vous mettre en portfolio, donc c'est ce qu'on a fait juste avant, 2 documents. Vous avez la bourse mode d'emploi, que je vous demande de prendre connaissance, et vous avez la bourse ici, en long, en large, c'est les fiches pratiques de la finance, émises par Finance Pédagogie. Donc ça, c'est les 2 documents que je vous demande de voir. Je vous demande également de me rechercher, je le redis, mon PER, Price Earning Ratio. Et en dernier, j'aimerais bien, non, j'aimerais pas bien, j'aimerais, ouais, si vous voulez, que vous me fassiez une recherche sur qu'est-ce que le BEL20. Donc, 2 documents à lire, 2 recherches à faire, le PER et le BEL20. Bon travail!